on reprendra le relais. Thomas? Pas s'il n'a pas coupé son... Si, il est là. Thomas, attends, tu as coupé ton micro. Je crois que... Oui, voilà. Oui, pardon, désolé, je n'arrivais pas à le remettre. Mettre un message d'erreur. Oui, alors sur les enjeux, mon regard a été, de fait de ma formation de psychologue, s'est porté sur le fonctionnement cognitif. Et j'ai amené Laurent justement sur cette dimension-là, à bien rendre compte, on le voit clairement d'ailleurs sur la courbe de Ekman, que plus on se rend compte tôt de ces problèmes qui sont nés à des processus neurodéveloppementaux, plus on va pouvoir investir au bon moment et agir pour éviter les problèmes que l'on rencontre par la suite et qui débouchent fatalement sur l'illettrisme. Ce qu'il faut bien comprendre par là, c'est que l'illettrisme, c'est pas qu'un manque de savoir. C'est pas des personnes qui n'ont pas été assez à l'école ou qui ne sont pas assez motivées pour apprendre. En réalité, on se rend même compte qu'apprendre la lecture, c'est quelque chose d'assez naturel et automatique chez l'homme et que l'éducation vient soutenir. Et c'est là que le bas blesse. Si vos stratégies d'apprentissage ne fonctionnent pas avec les stratégies pédagogiques de l'école ou de votre environnement social, vous êtes forcément en échec, quelle que soit votre personne. Et on le voit clairement, hein, donc distinguer bien tout ce qui va gêner ces processus d'apprentissage, que ce soit lié au contexte social, comme exposé à l'alcoolisme, la drogue, les familles monoparentales, les environnements culturels faibles, et tout ce qui va être du côté des troubles développementaux comme la dyslexie, dyscalculie et bien d'autres encore. Et si vous avez tout ça réuni, on obtient forcément des scores d'illettrisme qui grimpent, et les enjeux et tout ce qu'on met sur la table pour faire face à ça ne prend pas assez en compte, à mon sens, les aspects cognitifs. Je crois qu'on le voit bien dans la diapo suivante, hein, les caractéristiques des personnes, c'est-à-dire déjà bien catégoriser, bien faire un profil de la personne en situation d'illettrisme pour pouvoir avoir une stratégie cohérente pour le sortir de cette situation-là. Si on offre une formation à une personne qui n'a pas les stratégies pour apprendre, ça ne marchera pas. Par contre, si on va venir avec une stratégie pour développer ses capacités d'apprentissage ou des capacités de remédiation pour compenser, hein, je reprends l'exemple de Laurence tout à l'heure qui disait que suite à la surdité, la personne a appris à lire sur les lèvres, il a compensé de lui-même. Il faut amener, quand on a d'autres soucis, amener à d'autres méthodes de compensation ou de remédiation qui peuvent être efficaces dans ce sens-là. Et donc, les pistes qui sont à étudier sont les pistes de neuropsychologie. On a de plus en plus de neuropsychologues qui sont formés dans cette optique-là. Et donc, pour faire encore une fois du diagnostic, il faut aussi former à la détection toutes les personnes qui peuvent détecter l'enfant en bas âge, hein, donc les médecins traitants, les ORL et toutes les personnes qui vont pouvoir interagir et comprendre ce principe-là. Et on parlait donc de troubles neuropsychologiques, il y a aussi la conscience phonologique, hein, je sais que c'est un mot que Laurence aimait bien. On se rend compte que bien souvent, les personnes en situation d'illettrisme, des fois, arrivent à lire, mais ils n'arrivent pas à donner du sens à la lecture. C'est-à-dire qu'ils ont le texte, mais pas l'image. Et sans ce lien, vous pouvez pas comprendre le texte que vous lisez. Si vous avez un message d'alerte face à une situation dangereuse, vous n'êtes pas capable de comprendre cette situation dangereuse-là, même si vous êtes capable de lire le texte, et vous vous exposez au danger. Donc c'est ça aussi quelque chose à traiter. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la diapo suivante, j'avais mis un petit test, hein, si vous avez une petite minute à le faire, hein, essayez de lire à voix haute la couleur du mot sans le lire. Gilbert, à vous, vite fait. Jaune, mais c'est en vert. Violet, mais c'est en rouge. Non, dites juste lisez, faites le test. Donnez à voix haute le mot sans le lire. Juste donner la couleur sans lire le mot. La couleur sans lire le mot, d'accord. Oui. Voilà. Et vert, rouge, bleu, jaune, bleu, noir, rouge, bleu, vert, noir, voilà. Vous sentez un petit peu l'hésitation. Vous voyez la difficulté? On sent qu'il y a un petit peu d'hésitation. Bien sûr.
parce que ça demande un certain exercice, c'est-à-dire que vous avez deux éléments qui viennent se percuter dans le cerveau. La couleur et le mot sont contradictoires. Et c'est deux choses il faut faire donc une gymnastique mentale pour pouvoir remettre du sens. Et c'est pas dû à un manque de formation, c'est dû à une stratégie automatique innée. La lecture va primer sur la détection de la couleur et du coup, on va avoir une hésitation, on va avoir plus de mal, on va avoir un taux d'erreur plus élevé aussi. Si on fait un petit test de rapidité, on aura un taux d'erreur qui sera plus élevé. Donc, moi, j'ai vu des tests de lecture où les lettres étaient remplacées par des chiffres. Oui. Et effectivement, au bout du deuxième mot, on arrive à lire le texte, même si ce ne sont que des chiffres. Par exemple, le chiffre 3 remplace le E, et ainsi de suite. On s'en sert souvent pour crypter les mots de passe. Oui. Et il y a même aussi un autre test où vous pouvez écrire tout un texte. Tant que le premier mot, la première lettre et la dernière lettre est bien placée, vous pouvez mélanger toutes les lettres au milieu. Votre cerveau va décrypter automatiquement sans même que vous en rendez compte et vous arriverez à lire le texte. C'est assez rigolo à faire. Mais tout ça nous donne surtout des recommandations pour agir de manière plus efficace, parce qu'on a déjà vu les difficultés de coordination au niveau institutionnel, mais sur le terrain, de façon opérationnelle, il y a aussi des choses à faire. Donc, celle d'ordre social. Alors, juste avant d'aller aux préconisations, parce que je pense que c'est une partie qui est très importante pour nous tous, acteurs, il y avait deux questions de compréhension, pas de compréhension, de précision concernant votre étude. Est-ce que les 23% que vous avez indiqué tout à l'heure, c'est de l'illettrisme ou est-ce que là-dedans, on retrouve également de l'analphabétisme? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on sait à peu près à la Réunion combien il reste d'analphabètes alors que normalement, tout le monde est censé aller au moins jusqu'à l'âge de 16 ans à l'école? Et puis la deuxième question, elle est toute... Ça coupe, Gilbert, je ne vous entends plus. Parce que je passe au niveau des discussions. Donc, quelle est la proportion d'enfants qui auraient des problèmes physiologiques entraînant chez eux l'illettrisme par rapport à cette anecdote de l'enfant sourd qui avait, lui, engagé des stratégies pour contourner sa surdité? Alors, vous pouvez repréciser la première question parce que du coup, comme ça a coupé, j'ai pas bien pris la question. Alors, la première question, c'était la distinction analphabétisme-illettrisme. Est-ce que les 23% recouvrent toutes les typologies ou bien est-ce que ce n'est que de l'illettrisme? Non, alors les 23%, en fait, ce sont les résultats de l'étude IVQ qui a eu lieu en 2011 et donc ne concerne que des personnes en situation d'illettrisme. Donc, ne tient pas compte des personnes en situation d'analphabétisme ou de FLE. Voilà. Ensuite, la proportion d'enfants, je ne comprends pas bien la question. Je vous avoue, pour moi, c'est... Quelle est la proportion d'enfants qui auraient des troubles physiologiques et qui entraîneraient chez eux l'illettrisme? Est-ce qu'on a une... Ça ne veut pas dire qu'on ne demande pas une réponse, mais est-ce qu'on a su détecter en pourcentage l'illettrisme qui proviendrait de troubles physiologiques? Non, et puis très sincèrement, vous savez, c'est ce qu'à un moment donné, ça a été noté, il y a près de 17 examens médicaux qui sont à faire entre l'âge de 0 et 6 ans. Donc, si effectivement la plupart des personnes menaient à terme ces 17 examens, on pourrait éviter des situations pires pour certaines, pour le coup, autres que l'illettrisme, mais qui sont tout aussi importantes. Aujourd'hui, si on ne peut pas chiffrer ce genre de choses, et en plus, surtout, ça voudrait dire qu'on stigmatiserait quelque part le secteur de l'éducation nationale à vouloir dire que l'école ne fait pas son travail. Je pense que c'est un petit peu délicat, même beaucoup, dans la mesure où un enfant a un parcours qui est unique. Et surtout, on ne naît pas illettré, on le devient. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a oublié et qu'on ne l'a plus pratiqué qu'on est illettré. Mais à un moment donné, on a su lire.
C'est pas comme un analphabète ou comme FLE qui parle une autre langue, ou l'analphabète qui, lui, n'a jamais appris l'alphabet, apprendre à lire ou à écrire. Non, l'illettré, il l'a oublié. Donc, les enfants qui passent en fait un certain temps sans pratiquer deviennent des adultes, effectivement, potentiellement illettrés. À ce jour, seuls ceux qui l'exposent, qui le mettent en évidence ou qui ont eu, on va dire, à un moment donné, une personne tiers facilitateur à côté de lui, voilà. Mais malheureusement, on sait très bien que sur un territoire comme le nôtre, en plus à La Réunion, moi, ma grand-mère, elle savait ni lire ni écrire, hein. C'était moi qui lui faisais tous ses papiers. Donc, imaginez, à l'échelle du territoire, si vous deviez aujourd'hui considérer tous ces facteurs-là. C'est impossible à déterminer. Par contre, on peut mettre en place des stratégies. On peut définir effectivement que ce que dit Thomas là, que ce soit de manière théorique, que ce soit de manière plus opérationnelle, on peut se dire qu'à un moment donné, on en fait comme en 2013, on s'approprie véritablement cette cause, ce sujet, et qu'on s'engage, comme fait le Rotary, à réfléchir à des actions beaucoup plus pérennes. Parce que c'est la pérennité de l'action, en fait, qui permet de dire que l'offre va répondre à un besoin. Ce n'est même pas une demande, attention. L'offre va répondre à un besoin qui n'est même pas exprimé la majorité du temps. Merci. On va peut-être aller rapidement sur les préconisations parce que l'heure tourne. Et Voilà. bon, je vous rassure, là, ça passionne tout le monde parce qu'il y en a encore 29 qui sont là sur les 33 qui étaient connectés tout à l'heure. Oui, il y a beaucoup à dire sur ces projets-là. Alors, vas-y Thomas. Mais dans les préconisations, ce que moi, personnellement, je recommanderais, c'est ce qu'on voit déjà dans la littérature anglo-saxonne, c'est ne plus parler de lutte contre l'illettrisme, mais plutôt d'accompagnement vers le lettrisme, parce que ça véhicule des préjugés et ça a tendance à enfermer des personnes dans leur rôle et ils vont avoir beaucoup plus de difficultés et dans tous les cas moins de motivation pour s'en sortir. Tandis que quand on accompagne vers, on valorise le développement, on valorise les efforts qu'ils vont faire. Et dans les perspectives cognitives, bien distinguer donc les différents profils d'illettrisme, ce qui va nous permettre donc d'établir les stratégies par la suite. Et ce diagnostic doit dépasser le cadre du langage écrit. Il faut arriver à déterminer les habilités donc, phonémiques et linguistiques, les habilités de mémoire, de raisonnement et de communication. C'est ce qui fait aussi que des fois, on peut lire tout un texte, mais rien comprendre au sens du texte, dû à des erreurs de stratégie de lecture. Donc tout ça, c'est des exercices de remédiation à mettre en place qui sont efficaces, qui ont déjà prouvé leur efficacité dans d'autres études. Donc, c'est vraiment à retenter et à retester à plus grande échelle. Il y a des gens qui disent des professions de foi, mais qui n'ont rien compris non plus. Hein. C'était une blague. C'est bien vrai. Et surtout, éviter les préjugés, les défaire, parce que l'illettrisme n'est absolument pas associé aux aptitudes intellectuelles, c'est-à-dire que c'est pas un trouble mental, c'est associé à des troubles développementaux ou à des problèmes de dyslexie non diagnostiqués pour 1 cas sur 2. Donc on se rend compte déjà de la proportion et beaucoup d'hypothèses ensuite sur tout le contexte socio-économique de la personne en situation d'illettrisme sont aussi des facteurs de risque. On va passer sur l'exemple de réussite, oui, on va plutôt, voilà. Donc, on avait fait, donc là après on était sur un outil de diagnostic qui a été élaboré par Pascal Moulette, qui est un enseignant-chercheur de l'Université Lyon 2. Donc c'est un enseignant en sciences de la gestion qui fait depuis 20 ans étudie l'illettrisme et son impact sur les entreprises. Il a réussi à mettre en évidence que l'illettrisme pouvait engendrer au moins une perte de masse salariale de justement les entreprises dans cet impact. Il a développé un outil de sensibilisation qu'il a mis à disposition de l'ANELCI. Normalement, ça a été mis depuis septembre 2020. Ça a été lancé déjà, oui. C'est lancé, Thomas, oui.
Ouais, c'est lancé. Après, je ne sais pas encore quel impact a eu cet outil-là, parce que je n'ai pas eu de nouvelles Bah, depuis. il y a déjà trois entreprises qui l'expérimentent actuellement, notamment en Bourgogne-Franche-Comté. Et voilà, donc il faut bien comprendre qu'à travers en fait ce que dit Thomas, c'est que nous, notre objectif, c'était aussi de voir quel était à travers un parcours social, mais surtout quel était le parcours professionnel qu'on peut établir pour une personne en situation d'illettrisme. Quelle est la possibilité, une fois qu'elle a été détectée, de l'en sortir. Donc on s'est focalisé sur la commande qui était effectivement de faire des constats, mais surtout d'apporter des éléments de lecture pour que ça évolue en tout cas. Voilà, c'est évoluer et donc faire face aussi à toutes les stratégies d'évitement que mettent en place les personnes en situation d'illettrisme, parce que du coup, elles se rendent complètement invisibles. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes en situation d'illettrisme qui travaillent et qui sont d'excellents employés. L'employeur ne s'en séparerait pour rien au monde. Eux-mêmes disent, cette personne-là, elle a fait du travail en or, mais on ne peut pas lui demander de faire un compte-rendu. Donc cet outil-là est aussi là pour ça, ça permet de sensibiliser et de voir dans quel ordre son entreprise peut être exposée au risque de présence d'illettrisme. Alors, je vais compléter avec, donc ça c'est l'outil de Moulette. Vous avez donc, vas-y Thomas, pardon. Juste avant de faire, je vais vous donner un exemple sur ce que vient d'évoquer Thomas. Le nombre de personnes justement qui sont en entreprise et qui ne savent pas lire, mais qui sont des super leaders. J'ai eu la possibilité d'évoluer quand j'étais consultante avec une entreprise comme ça, où en fait dans un dépôt, ils avaient à un moment donné dans l'organisation, il fallait repenser la montée en compétences des personnes, donc réorganisation interne, on devait à un moment donné faire de la promotion, donc identification des talents, identification de postes, besoin d'un leader au niveau des dépôts, il y avait 3 dépôts, et donc un leader d'office qui en fait manageait toutes les équipes. Et quand on lui a proposé en fait cette promotion, qui était de prendre en fait la responsabilité des 3 dépôts, eh bien il a dit non. Pourquoi? Parce que ça supposait en fait que son binôme, mais on l'a pas su tout de suite, que son binôme en fait, lui devenait responsable, enfin sous-responsable d'un autre dépôt. Ça veut dire qu'on allait casser son binôme. Or, il s'avérait que depuis 8 ans, ce binôme-là s'était mis en place parce qu'il y en avait un qui faisait les comptes rendus, tandis que l'autre donnait les ordres. Parce que celui qui donnait les ordres et qui était celui qui était promu ne savait pas lire. Donc l'entreprise, à ce moment-là, a pris un outil qui a été, donc il y a des possibilités, il y a des outils qui existent comme, et notamment beaucoup dans l'éducation nationale, de plus en plus, notamment à disposition des élèves 10, considérés 10. Vous avez un outil qui s'appelle 10 Vocal, qui est en fait un outil de dictée vocale. Donc, la personne parle, enfin l'élève parle ou le professeur parle. Et en fait, celui qui est en vitesse de traitement, ce qu'on appelle en faiblesse de traitement de l'écriture, va utiliser, lance son application 10 Vocal sur son ordinateur. Et puis, le rapport va se dicter, si vous voulez. Du coup, on a mis en place ça pour cette personne, on l'a testé dans cette entreprise. On a mis en place des panneaux aussi de couleurs pour les autres. Et vous avez sur le territoire de La Réunion, vous avez une entreprise qui fait ça très, très, très bien, que je vous invite à inviter chez vous éventuellement un jour pour avoir connaissance de sa communication, de son modèle de fonctionnement, c'est Cycléa. Cycléa a une démarche de valorisation des personnes et de la compétence de ses agents. Quand vous entrez chez Cycléa, vous avez le mur principal où il y a marqué les médaillés d'honneur. Donc, ils y sont tous. Ça dépend aussi de la communication que vous adoptez à travers votre entreprise. Mais Cycléa a adopté une démarche justement là-dessus, notamment en plus sur les addictions, sur les maladies chroniques évolutives. Enfin, elle a une dimension sociale extrêmement impactante et tous les salariés ont cette vision-là. Thomas, je vais aller vite sur le CLEA. Donc, les classes 16+, en fait, c'est un outil d'évaluation des compétences de lecture chez l'adulte de plus de 16 ans. C'est un des outils aussi qui peuvent venir pallier justement ce qu'on n'a pas pu détecter plus tôt.
ce que nous a demandé la DIECT, ça a été d'expérimenter, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il aurait été possible de faire. Donc, avec ce que Thomas vient de vous dire, on a imaginé en fait un exemple de parcours d'inclusion sur la base d'un dispositif existant pour un demandeur d'emploi. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez d'un côté donc l'acquisition des compétences. Donc, j'ai jamais su en mathématiques c'était où les abscisses, c'était où les ordonnées, donc vous m'excuserez. Et puis, vous avez en dessous le temps d'investissement. En fait, on considère que le demandeur d'emploi, il est vraiment en tension, vous voyez. Donc, on a essayé de le assurer un maximum pour faire cette préconisation. Et à un moment donné, il arrive dans une structure qui donc est une SIAE, SAO, donc on lui fait faire un test de détection. À ce jour, il rentre en dispositif CLEA et il va faire une acculturation donc avec les 7 compétences CLEA. Ensuite, il y a un autre dispositif qui est un dispositif régional qui est l'ACC, qui est en fait une mise en situation de travail. Cette mise en situation de travail, c'est un stage en fait, voilà, qui est financé par la région. C'est un dispositif régional dans le champ des fiches d'actions de la lutte contre l'illettrisme, donc financé par le FSE. Donc, ce dispositif ACC vient compléter le dispositif CLEA puisqu'on part d'une situation, on va dire, théorisante avec le CLEA où on va mettre en situation la personne dans un lieu de travail, dans une entreprise, dans un ACI, dans une structure en tout cas. Et une fois que la période de l'ACC, donc accompagnement, donc stage, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais c'est vraiment de la mise en situation de travail. C'est un stage de mise en situation de travail. On n'est pas complètement sûr qu'elle a acquis toutes les dynamiques, compétences et capacités pour en fait occuper un emploi, c'est-à-dire l'emploi vers lequel elle est prédestinée à la sortie de son CLEA. D'accord ? Donc, à ce moment-là, il y a un nouveau dispositif. Enfin, ce n'est pas un dispositif, il y a une action de formation, à l'inverse de l'ACC qui, lui, est un dispositif. Il y a une action de formation qui est dans les textes de loi depuis 2018, donc opérationnelle depuis fin 2020, qui est la FEST. Donc, la FEST, c'est l'action de formation en situation de travail. Et ce qu'on va essayer d'évaluer, vous voyez, entre les deux, c'est justement l'écart qu'il y a entre le taux de plein emploi et le dispositif AFES en sortie. Et c'est à partir de là qu'on va se dire, on a réussi à inclure, on a réussi à construire un parcours sans rupture. Le plus difficile, ce n'est pas tellement de construire le parcours professionnel. Aujourd'hui, on a tous les outils, tous les acteurs, en fait, tous les OF, tous les acteurs de la formation, tous les acteurs de SAO ont les catalogues qu'il faut. Par contre, ce qu'ils n'ont pas, et il faut leur donner les moyens, c'est la possibilité de coordonner ces actions et d'en avoir une évaluation nette et claire en sortie. Ensuite, on a mis en évidence donc, quelques exemples. Il va falloir conclure. Pardon. Voilà. Eh bien, écoutez, je conclus. En gros, je conclus avec Thomas. Les préconisations qu'on a portées en fait à connaissance de la DIECT, ça a été que pour pouvoir effectivement avoir des actions concrètes, d'abord il faut avoir connaissance de sa faisabilité, de la capacité structurelle, du coût potentiel qui génère ou pas de la valeur immédiate, mais aussi du coût potentiel qui génère de l'économie. Donc, on a fait 3 niveaux de préconisation. Le premier qui a été de communiquer pour pallier justement sur le manque de communication sur les actions en matière d'illettrisme, pour préciser aussi les fonctions des différents acteurs. Donc, on a renforcé aussi le sentiment d'appartenance. Impliquer la NLCI, c'est quand même juridiquement et légalement parlant le dépositaire de la chose. La deuxième grande préconisation, c'est le pilotage et l'animation, donc avec cette notion de mettre en œuvre des politiques publiques plus collectives et plus ouvertes, et la notion de management en différenciation de la notion de gestion. Et enfin, la troisième préconisation portait sur l'évaluation. Donc, c'est bien beau de dire qu'on met en place des dispositifs, mais à un moment donné, il faut pouvoir dire effectivement combien de personnes sont sorties, combien de personnes sont redevenues lettrées.
Quelles ont été les capacités de mobilisation? Est-ce qu'on a bien pris en compte les approches complémentaires? Est-ce qu'on a bien tenu compte du cadre des recherches de la NLCI? Est-ce qu'on a pu anticiper des éléments comme Calliope pour l'intégrer? Est-ce que l'entreprise dispose de tous les éléments nécessaires pour mettre en place son DUERP en matière de gestion de risque? Parce que être illettré dans une entreprise, effectivement, ça présente des risques. Est-ce qu'on a bien accompagné la montée en compétences et comment on a structuré les moyens pour évaluer justement ces besoins au sein des services, au sein des entreprises, au sein des établissements? Et la dernière préco, ça a été l'action. Donc, avoir une action sur les agents ou acteurs du premier accueil, c'est souvent eux qu'il faut le mieux accompagner parce que ce sont eux qui sont dépositaires du statut de détection. C'est un statut quelque part. Donc ensuite, le cadre de formation. Et là, ce qu'on a mis, c'était l'ingénierie pédagogique et l'évaluation des parcours testés. On a évidemment quelques exemples de test and learn qu'on a lancés. On a remis en place, voilà. Et là, ce qu'on a voulu rappeler, c'était les invariants de l'offre de formation. Aujourd'hui, le constat qu'on fait sur le territoire réunionnais, c'est qu'effectivement, il y a 19 organismes de formation qui étaient référencés au moment de l'étude sur le site Formanou. Aujourd'hui, je ne sais pas, hein, je vous avoue, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas regardé. Par contre, tout adopte et tout organisme de formation en France et en Navarre adopte le même schéma. C'est-à-dire, on est sur de l'ingénierie de formation, c'est un invariant. On est sur de l'ingénierie pédagogique, également invariant. On est sur de la formation et on est sur de l'évaluation. À quel moment, alors qu'on parle d'illettrisme et d'électronisme, on tient compte de l'andragogie? C'est peut-être une question aujourd'hui que le Rotary a la chance d'avoir en primeur, hein, parce qu'en fait, j'ai été réviser ma leçon vu que l'étude datait, et effectivement, j'ai vu les travaux, et je me dis que c'est un autre angle. Effectivement, l'apprentissage, la notion d'apprentissage, la notion de motivation sous l'angle de l'adulte n'est pas du tout le même sous l'angle pédagogique qui est celui de l'enfant. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Je redonne la parole à la présidente pour conclure cette conférence. Et redonner le micro à Zaïda. Parfait. Effectivement, mon micro était fermé. Donc, merci beaucoup à vous trois pour cette intervention. Donc, je retiens le terme de Thomas de la lutte pour aller vers le lettrisme. Donc, ce fut vraiment une conférence d'une grande technicité, certes, mais qui illustre bien une réelle préoccupation nationale et locale. On voit bien que beaucoup d'actions ont été mises en place pour enrayer ce problème. Maintenant, il faut souhaiter que donc la convergence des politiques publiques et l'action sociale et culturelle que nous menons avec les différents opérateurs de terrain puissent améliorer cette situation. Moi, ce qui me semble incroyable, c'est cette pauvreté et cette difficulté à décrypter. Donc là, c'est par rapport à l'électronisme, difficile à décrypter, à maîtriser des fondamentaux qui ne devraient plus exister dans un pays civilisé comme le nôtre. Et donc voilà, cette difficulté donc à maîtriser les moyens technologiques qui sont voilà, et avec tous les supports qui sont accessibles au plus grand nombre. Donc, notre club de Rotary Sainte-Marie-Roland-Garros reste en alerte et avec tout ce que vous nous avez fourni, ce sujet, on n'hésitera pas à mobiliser tous les acteurs pour essayer de lutter contre cela. Voilà, donc je ne sais pas à combien de membres nous sommes, donc 27, c'est déjà bien. Et je profite donc de ce moment pour passer un message un peu intéressé aux invités qui souhaiteraient donc contribuer à nos actions en faveur. Donc vous avez bien compris, nous menons des actions
en faveur des plus démunis. Donc, si vous avez envie de nous faire un don, c'est tout à fait possible. Vous pouvez nous envoyer un chèque à l'adresse mail que Gilbert vous avait fournie ou faire une promesse de don sur le site internet du Rotary Sainte-Marie-Roland-Garros Centenaire et vous recevrez donc voilà, ce don peut vous donner une déduction fiscale. Bon, je sais que c'est un message un peu intéressé, mais dans cette conjoncture, c'est vrai qu'il n'est pas facile de faire des actions de levée de fonds justement pour pouvoir financer toutes ces actions, même si nous essayons d'y arriver. Donc voilà, je clôt cette réunion et encore un grand merci à vous tous, donc conférenciers et puis tous les amis et invités d'avoir été là. Donc, je vous propose de… Merci à vous tous. Merci. Merci à nos conférenciers. Donc, il y a beaucoup de personnes qui demandaient l'étude, que je leur transmette l'étude. Donc, si l'ARACT peut m'envoyer, je distribuerai à ceux qui se sont inscrits à cette conférence pour qu'ils aient l'étude, voire même le PowerPoint qu'on a parcouru parfois un peu rapidement et qui nous permettrait d'approfondir si on l'avait sous les yeux. Merci à vous tous. Bonne soirée, à bientôt.